Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Lors de cet épisode, nous avons accueilli Erwan Devez. Nous avions tellement de questions à lui poser que l'épisode a duré 1h20. Nous vous présentons la première partie de ce double épisode. Je vous souhaite une agréable écoute et de prendre autant de plaisir que moi à l'enregistrer. Bienvenue à nos auditeurs. J'ai le plaisir d'accueillir Erwan Devez aujourd'hui, qui est le fondateur et le dirigeant de Neuroperformance Consulting. Erwan est un conférencier, c'est un coach et c'est l'auteur de plusieurs livres, notamment Neurobooster vos équipes, qu'il a coécrit avec Riccardo Croatti aux éditions EMS. Il a également écrit 3 autres ouvrages, 24 heures dans votre cerveau, 24 heures dans le cerveau de votre enfant et Le pouvoir rend-il fou. Erwan, bonjour. Bonjour Gérard. Je crois savoir que tu as un parcours assez atypique, Erwan. Est-ce que tu peux nous dévoiler ce qui t'a plongé dans le monde des neurosciences ? Oui, alors tout d'abord, merci de votre invitation. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi, Gérard, sur ces sujets passionnants. Alors, ce qui m'a plongé dans les neurosciences, c'est pas forcément, au départ en tout cas, une très bonne nouvelle, puisque j'ai eu une lésion au cerveau il y a environ une dizaine d'années, à la suite d'un accident opératoire. Et j'allais dire du jour au lendemain, mais même pas, d'une heure sur l'autre, en fait, je me suis retrouvé dans une situation extrêmement compliquée, dégradée, difficile, et que je ne maîtrisais absolument pas, c'est-à-dire que mon cerveau ne répondait plus comme autrefois. Et donc, il a fallu, par la force des choses, que j'aille vers la compréhension de ce qui se passait, pourquoi je ne pouvais plus marcher, pourquoi je ne pouvais plus travailler, jouer avec mes enfants. Et tout est parti de là, au tout départ dans une démarche vraiment de rééducation, hein, il fallait que je me remette absolument sur pied. Et très progressivement et très rapidement, néanmoins, je me suis rendu compte que cette immersion dans le monde des neurosciences allait bien au-delà de l'aspect simplement rééducation, et c'est devenu une passion. Et ça fait 10 ans que ça dure, 7 jours sur 7, et c'est pas prêt de s'arrêter. Et j'ai eu la chance d'assister à l'une de tes conférences et tu en parles effectivement avec une vraie grande passion. Alors je disais Oui. que tu avais un parcours atypique parce que au départ tu as une formation en gestion à l'Institut supérieur de gestion, et tu es négociateur international, tu as travaillé au comité international de la Croix-Rouge. Tu n'étais vraiment pas destiné aux neurosciences au départ. Alors oui et non, c'est vrai que mon parcours est assez atypique. J'ai travaillé effectivement pendant une dizaine d'années dans les pays en guerre, en fait, pour le CICR, donc le Comité international de la Croix-Rouge. J'ai négocié énormément sur différents aspects, en fait, liés au droit international humanitaire. Donc, je suis allé de Kaboul à l'ex-Yougoslavie, de la Somalie au Kosovo, etc., etc., etc. Ça a duré 10 ans. Une expérience extrêmement structurante, extrêmement intéressante. Alors le lien, pourquoi je te dis oui et non, c'est que pendant ces 10 années de négociation, évidemment que l'aspect psychologique, neuropsychologique, était là du matin au soir. Quand vous négociez dans les prisons de Kaboul ou de Sarajevo ou d'ailleurs, j'aime autant vous dire qu'il faut évidemment prendre la perspective de l'autre. Surtout Oui. que le rapport de force n'est pas évidemment en votre faveur. Donc, sans le savoir, j'ai fait de la neuropsychologie pendant toutes ces années, et pour une autre raison aussi qui est très intéressante, c'est que pendant toutes ces années, évidemment, j'avais des traducteurs. Et donc, quand on a des traducteurs, et quand on ne comprend pas le langage de l'autre, on a presque une déformation professionnelle, c'est-à-dire qu'on va scanner beaucoup plus son interlocuteur pendant qu'il parle, puisqu'on ne comprend pas les mots. On va s'attacher aux autres registres, notamment au langage corporel. Et quand, bien des années après, quand j'ai eu cet accident cérébral et quand je me suis plongé dans les neurosciences, il y a beaucoup de ponts qui se sont faits en fait entre ces deux différentes activités. Il y a aussi un troisième pont
qui s'est fait par rapport à mes activités de manager, de dirigeant. Et aujourd'hui, je dois dire que dans le contexte que nous vivons, en particulier depuis 1 an avec cette crise Covid, toutes ces expériences me servent énormément de gestion de crise, de négociation, de direction, de management, de connaissance du fonctionnement cérébral. Et puis enfin, peut-être une dernière expérience qui m'est extrêmement utile et qui est extrêmement importante pour moi, c'est que parallèlement à tout cela, je suis aussi peintre. Ça a été une activité à part entière à une époque de ma vie et c'est extrêmement important pour moi d'avoir cette fenêtre ouverte sur la créativité. Et quand je peins, je progresse en neurosciences. Et quand j'étudie le cerveau, je progresse en créativité. Donc, tout ça pour dire que même si ces expériences peuvent apparaître dissociées, en fait, elles font partie d'un tout. Et c'est une démarche un peu holistique, un peu globale que j'essaye de promouvoir parce qu'aujourd'hui, si on veut être un meilleur apprenant, si on veut être un meilleur dirigeant, un meilleur manager, eh bien, il faut avoir une approche globale des choses. Si on veut avoir un cerveau qui fonctionne correctement, il faut avoir une approche globale des choses. Le mode de vie est aussi important que la pratique professionnelle stricto sensu. D'accord, merci. On va aller au cœur de l'épisode et on va regarder ensemble ce que peuvent nous apprendre les neurosciences en matière d'apprentissage. Alors, ce que je voudrais voir avec toi, c'est tout au long de ce podcast, c'est ce que les neurosciences ont énormément de choses à nous apprendre. Et dans ce podcast, on s'intéresse surtout à l'apprentissage, l'andragogie, la formation. Est-ce que, en première approche, tu peux déjà nous donner des conseils pour apprendre à travailler efficacement au travers de ce que l'on sait aujourd'hui sur le cerveau et l'apprentissage? Alors oui, les neurosciences ont beaucoup d'éléments à apporter à l'apprentissage. Je précise d'emblée, comme c'est important, toutes ces nouvelles connaissances s'ajoutent évidemment aux autres connaissances de la psychologie, de l'enseignement, de la philosophie, etc., etc. Donc, il y a toujours cette approche humble qu'il faut avoir d'entrée. Nous avons des données de plus en plus importantes sur comment un cerveau apprend et comment on peut mettre le cerveau dans les meilleures dispositions pour apprendre plus efficacement. Donc, il faut les utiliser. Alors, peut-être la première chose, et c'est un paradoxe, mais tu sais, Gérard, le cerveau n'est pas un paradoxe près. Le cerveau adore la routine. Le cerveau adore être en mode économie au niveau énergétique. Les routines sont très rassurantes, permettent comme ça d'interagir de façon un peu automatique. Ceci étant, un cerveau, pour être en bonne santé, il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il apprenne des premières heures de l'existence jusqu'aux dernières. Donc c'est un paradoxe parce que d'un côté, le cerveau n'est jamais aussi à l'aise que dans ses routines, mais de l'autre, pour être en bonne santé, un cerveau doit apprendre. Donc nous devons être des apprenants permanents. Alors, deuxième point qui est essentiel, contrairement à ce qu'on a pu dire d'ailleurs, on peut apprendre à tout âge. On a évidemment des capacités d'apprentissage qui sont extrêmement élevées dans les toutes premières années. On a ce qu'on appelle une vitalité synaptique, c'est-à-dire que les neurones ont une capacité à créer des réseaux entre eux assez exceptionnels durant les premières années. Ensuite, alors le cerveau, grosso modo, va maturer à peu près jusqu'à 20-25 ans. 20-25 ans, il a sa forme relativement mature, mais qui va après évoluer dans le temps, tout au long de la vie. Et en particulier, en fonction de ce qu'on va faire et en fonction de notre mode de vie, de notre capacité à apprendre, en fonction de 1000 choses, de l'environnement, etc. Donc, ce qu'il faut dire tout de suite aux auditeurs, c'est que contrairement à ce que l'on peut penser, c'est pas parce que vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans ou 80 ans que vos capacités d'apprentissage sont réduites à néant. Le déclin cognitif à 20 ans, on est d'accord que c'est un neuromythe. Alors, il faut être précis. C'est vrai que à partir de 25-30 ans, vous allez avoir des processus de rigidification. C'est-à-dire que la plasticité neuronale, cette vitalité synaptique dont je parlais tout à l'heure, va se réduire. Vous allez aussi avoir une baisse de vos systèmes perceptifs, vous allez aussi avoir une baisse progressive de la capacité de mémorisation, puisque votre sommeil profond en particulier va diminuer avec le temps. Ceci étant, tout cela se travaille. Et ça, c'est le point absolument essentiel. C'est-à-dire qu'avec le temps, le cerveau est peut-être
travaille un petit peu moins à profusion, mais il travaille plus efficacement. Donc c'est vers cela qu'il faut aller, et plus vous allez entraîner votre cerveau, plus vous allez lutter contre ce processus naturel de rigidification. Donc il faut apprendre du matin au soir, du premier jour de la vie au dernier. Travailler efficacement, ça veut dire, alors je vais reprendre ton livre et je vais te citer les mots. Travailler efficacement, c'est utiliser la neurochronobiologie, c'est faire une chose à la fois, je crois, c'est se concentrer sur l'essentiel. Tu peux nous en dire 2 ou 3 mots de plus? Oui, alors en fait, un cerveau qui apprend, en fait, il répond quand même à un certain nombre de fondamentaux. Alors, il y en a 4. Il y en a 4 que l'on a disséqués au niveau des neurosciences. Alors, le premier, évidemment, c'est lié à l'attention. Surtout en ce moment, notre attention est mise à mal, hein, depuis un certain temps. On peut dire d'une certaine façon qu'on est un peu en guerre attentionnelle. Notre attention est fragilisée. Et sans attention, bien évidemment, il n'y a pas d'apprentissage possible. Si votre attention est perturbée du matin au soir et les systèmes attentionnels sont assez fragiles, il faut le dire, eh bien évidemment, il n'y a pas d'apprentissage possible. Alors, effectivement, ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire le fait de prendre des stimuli du matin au soir, le multitasking, c'est-à-dire cette illusion de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. En fait, le cerveau ne peut pas faire plusieurs choses en même temps, il zappe d'une action cognitive à une autre. Donc tout cela, évidemment, fragilise l'attention et donc fragilise la capacité d'apprentissage. Le deuxième point, c'est l'engagement actif. Un cerveau qui n'est pas sollicité va avoir des capacités apprenantes qui vont être limitées. Donc il faut aller vers les mises en situation, il faut développer cette motivation intrinsèque, c'est-à-dire vraiment la motivation que l'on va retirer de l'activité elle-même, l'engagement actif vraiment active de façon beaucoup plus efficace en fait les réseaux de neurones apprenants. Le troisième point, c'est tout ce qu'il y a autour du feedback, du retour, du test. Là, on va le voir tout à l'heure ensemble plus en détail, évidemment qu'il y a beaucoup à faire sur cette question-là. Alors, c'est le retour, mais pas, de préférence, pas le retour sanction, pas le retour jugement. Le retour positif, c'est-à-dire l'appréciation, la célébration, la reconnaissance, et puis parfois aussi, évidemment, le retour, je ne vais pas employer le mot négatif, mais le retour, on va dire, apprenant pour faire mieux, sachant que là, évidemment, il faut jamais cibler la personne elle-même, sinon on va inhiber ses capacités neuronales, mais il faut s'attarder sur la pratique elle-même, expliquer en quoi on peut faire les choses différemment, en quoi on peut les faire mieux, mais ne pas évidemment cibler la personne en lui disant t'es nul, t'es ceci, t'es cela, parce que là évidemment vous allez développer tout ce qui est croyance limitante et là vous allez inhiber un cerveau. Et puis le quatrième point essentiel, c'est tout ce qui concerne la consolidation, la répétition. Un cerveau, il apprend, et on le sait tous, on l'a tous expérimenté dès les premières classes, il apprend par la répétition. Le soir, avant de se coucher, on révisait notre leçon d'histoire ou notre poésie pour le lendemain matin. C'est effectivement comme ça qu'un cerveau peut apprendre, avec cette notion d'espacement progressif, c'est-à-dire que au début, en fait, vous allez avoir des piqûres de rappel relativement fréquentes parce que vous allez en fait consolider le réseau de neurones. Il faut revenir en fait à la définition de l'apprentissage. Apprendre, c'est quoi? C'est créer un réseau de neurones. Donc, c'est créer une communication entre les neurones et par la répétition, eh bien, vous allez consolider ce réseau de neurones. Donc, beaucoup au début, beaucoup de piqûres de rappel au début, et puis au fur et à mesure de la consolidation de l'apprentissage, vous pourrez espacer dans le temps cette répétition. Tu confirmes donc l'utilité de la courbe d'Ebbinghaus, c'est-à-dire qu'en répétant un apprentissage à certaines dates clés qui suivent le premier apprentissage, a priori, on retient plus de 80% du contenu de la leçon ou de l'apprentissage au lieu des 20% habituels 6 mois après le jour de l'apprentissage. Tu recommandes ces espacements de l'apprentissage, c'est-à-dire que de répéter l'information au cours d'un module, par exemple, de digital learning, et de faire un suivi derrière via des séquences plus courtes d'apprentissage qui vont rappeler des notions clés
au travers ça peut être des mini-capsules vidéo, des mini-modules de e-learning qu'on appelle micro-learning, ou encore ça peut être des podcasts comme on est en train de faire aujourd'hui. Oui, absolument. C'est extrêmement important d'avoir comme ça cette notion dans le temps. Parce qu'on sait très bien que si c'est one shot, vous savez, quelques jours après, déjà, vous avez 80% de l'information qui a disparu. Et puis, un mois après, il y a quasiment plus rien. Donc, le cerveau ne peut pas, le cerveau n'est pas une caisse enregistreuse. Voilà. Donc, il a besoin de piqûres de rappel, comme je disais tout à l'heure. Alors, avec deux petits points en particulier, c'est que nous sommes tous différents. Donc, effectivement, il faut essayer de faire du sur-mesure autant que possible. Il faut que chacun aussi, dans sa dynamique d'apprentissage, fasse cet effort de connaissance sur soi pour savoir comment il apprend plus efficacement. Il y a certaines personnes qui vont avoir des capacités plus importantes de mémorisation, donc ils vont avoir besoin de moins de piqûres de rappel avec des espacements beaucoup plus progressifs. Et puis d'autres, eh bien, ce sera un petit peu différent. Il faudra répéter un peu plus. Ça ne fait pas des gens plus intelligents que les deuxièmes. C'est simplement des spécificités individuelles. Et le deuxième point qui est extrêmement important, c'est que dans ces petites capsules dont tu parlais, Gérard, il faut insister sur la dimension ludique. Et alors Oui, là, le digital permet cela, c'est-à-dire que faire des petits exercices, des petits testings. Alors encore une fois, pas dans une notion de jugement, hein, c'est pas pour faire le malin et pour être plus fort que son voisin, pas du tout. Mais plus on va introduire une dimension ludique en fait dans l'apprentissage, et plus on va rendre cet apprentissage efficace. Pourquoi? Parce que quand on joue, le cerveau qui est confronté à une dimension ludique, eh bien, vous allez avoir des petites projections d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine, qui est extrêmement important dans le renforcement positif notamment. Et cette dopamine, eh bien, elle va venir en particulier irriguer une zone qui s'appelle l'hippocampe, qui est une zone extrêmement importante dans l'apprentissage. Et donc, vous allez, d'une certaine façon, vous allez mettre votre hippocampe dans les meilleures dispositions pour l'apprentissage et pour les processus de mémorisation à long terme. alors je suis complètement d'accord. C'est quelque chose que nous, quand on crée des modules de digital learning, on fait beaucoup et on cherche effectivement à rendre le parcours le plus attrayant et le plus plaisant possible à réaliser. On utilise beaucoup le jeu, les mises en situation. Mmh. Et ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire que on essaye d'augmenter les bénéfices de plaisir. On essaye de mettre l'apprenant dans un climat bienveillant et Mmh. positif. On utilise effectivement, comme tu le dis, la reconnaissance et également le sens de l'action. Il y a quelque chose que tu as dit également qui me paraît très important, c'est quand tu as dit tout à l'heure que le cerveau, finalement, il était un peu partisan du moindre effort et on essaye de diminuer le coût en effort et donc chez nous ça consiste à mettre des objectifs qui sont clairs et atteignables, Mmh. de faire étape par étape Très et important. souvent de varier effectivement les plaisirs en utilisant notamment la multimodalité que permet le digital et les formations. Est-ce que tu confirmes que les aspects multimodaux des formations peuvent être importants? Ah oui, c'est essentiel. Un apprentissage, c'est multicanal, si tu veux. C'est-à-dire que on a des systèmes perceptifs sensoriels, auditifs, visuels, kinesthésiques, et cetera. On a une palette à notre disposition qui est très importante. Alors, contrairement à ce qu'on a pu dire, il y a un petit neuromythe là au passage, on a tous besoin du multisensoriel. J'entends parfois certains me dire: «Ah non, moi je suis un auditif pur. Ah Moi, oui. non, non, moi le visuel», c'est pas tout à fait exact, hein. Et on a des aires de préférence, on a des aires de spécialisation. C'est vrai que certains vont être plus auditifs que visuels ou kinesthésiques, et cetera. Mais enfin, quand même, il faut rappeler ce point central de l'apprentissage, c'est par définition multicanal. Ça, c'est extrêmement important. Et alors après, le fait de varier, ça, c'est un point essentiel parce que quand vous êtes engagé dans une tâche cognitive, bien, vous allez solliciter en fonction de la nature de la tâche à opérer, vous allez solliciter en particulier certaines parties de votre cerveau. Et c'est évident qu'au bout d'un moment, eh bien, votre cerveau, il va être un peu en surchauffe. Donc, il faut varier les plaisirs,
varier les tâches pour éviter cette surchauffe du cerveau. C'est pour ça que dans la programmation d'une journée, par exemple, il ne faut pas hésiter à passer d'une tâche à l'autre, tâche qui va réclamer, par exemple, je ne sais pas, de la mémorisation. Ben, ensuite, vous allez passer à une tâche beaucoup plus simple pour permettre à votre cerveau de se rééquilibrer d'une certaine façon. Donc, c'est très important cette question du temps. Alors, ça renvoie aussi à une autre dimension. Alors, une question qu'on me pose souvent et qui est pas si simple. On me dit, ouais, mais un cerveau, il peut apprendre pendant combien de temps en étant au top? C'est 20 minutes, c'est 30 minutes, c'est 40 J'allais minutes? te poser la question. Tu m'as devancé. Oui, c'est souvent cette question-là, j'y ai droit à chaque fois. Alors, Ouais, je vais pas échapper à la règle. elle est compliquée cette question parce Ouais, que je sais. on a essayé de modéliser. Alors, il y a eu beaucoup, là aussi, hein, on était un peu dans un petit neuromythe sur cette question. Il y a eu des modes. Il y a eu la mode des 40 minutes. Il y a eu aussi la méthode Pomodoro qui insistait Oui, sur des plages de 25 minutes plus 5, donc 25 minutes d'activité plus 5 minutes de pause. Alors, plusieurs choses. Un, évidemment que le cerveau, quand il est en activation sur une tâche cognitive, eh bien, il va se fatiguer naturellement. Donc, il faut veiller, et en particulier alors dans le climat actuel, hein, il faut veiller à respecter les temps de pause nécessaires du cerveau. Deuxièmement, par rapport au temps optimal, évidemment que le cerveau va se fatiguer naturellement, mais ça va dépendre d'une autre question qui est absolument centrale, c'est le niveau de motivation que vous allez avoir par rapport à l'activité proprement parlée. Si vous avez une motivation intrinsèque, c'est-à-dire vraiment la motivation que vous retirez de l'activité qui est très forte, eh bien vous allez pouvoir être une demi-heure, une heure et demie sans problème captivé par ce que vous allez faire. Si en revanche votre niveau de motivation intrinsèque est très faible, c'est-à-dire que finalement vous n'en avez rien à faire, mais au bout de 5 minutes vous allez décrocher. Ou si votre interlocuteur est pas très engageant ou pas très passionnant, eh bien, au bout de 10 minutes vous allez décrocher. Alors, je ne veux pas avoir l'impression de botter en touche, mais on peut quand même se dire que sur des programmes d'apprentissage, et en particulier en digital, des modules de 30-40 minutes sont assez intéressants. N'oublions pas quand même que à distance, on se fatigue un tout petit oui. peu plus vite qu'en présentiel. Parce qu'en présentiel, on a tout un ensemble en fait de mécanismes conscients et inconscients qui sont à l'œuvre et qui nous donne beaucoup d'informations et donc c'est entre guillemets un petit peu moins sollicitant pour le cerveau. Quand on est en ligne, c'est un petit peu plus compliqué. Donc des formations comme ça sur des modules en fait de 30-40 minutes sont intéressants. On fait une pause à l'issue de ce module, mais une vraie pause. Pas une pause où chacun va regarder ses mails, ses notifications et autres. Parce que ça, c'est pas une pause. On fait une vraie pause, c'est-à-dire on va permettre à son cerveau de se réoxygéner. Donc, on va marcher 5 minutes, on va boire un verre d'eau, on fait éventuellement une petite séquence de cohérence cardiaque, on fait une vraie pause. Et ensuite, on permet donc à son cerveau de repartir pour un nouveau module. Donc ça, c'est un point qui est important parce qu'on a tendance, évidemment par méconnaissance, hein, pas par méchanceté, mais on a tendance un petit peu à martyriser son cerveau, Oui. à essayer de lui faire rentrer des éléments, des stimuli un peu par force. Et évidemment, au bout d'un moment, ça bloque. Hein. C'est la fameuse image de Maria Montessori qui disait que c'est comme vous mettez de l'eau dans un vase, bah, au bout d'un moment, voilà, ça déborde. Donc il faut respecter en fait les temps naturels du cerveau. Ça, c'est très important. Puis un autre conseil aussi, très pratico-pratique, vous savez, le cerveau, il travaille par ce qu'on appelle la science neuronale. C'est-à-dire que si vous arrivez dès le début à capter l'attention de votre apprenant, de votre interlocuteur, là, vous allez le mettre dans les meilleures dispositions. Alors, capter son attention, eh bien, ça peut, donc on va jouer l'effet de science, hein, c'est-à-dire qu'on peut jouer par exemple sur la surprise, on peut jouer sur le sens, c'est-à-dire que par exemple, si votre interlocuteur n'a absolument pas compris l'utilité de la formation qu'il va suivre, inutile de vous dire que son attention va être quasi nulle.
pire, dans certains cas, non seulement il n'en comprend pas l'utilité, mais il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord avec la formation et en fait, c'est plus ou moins obligatoire parce que la boîte lui a dit: «Écoute, va te former, sinon ça va pas bien se passer». Ah oui. Donc là, évidemment, on met pas un cerveau dans les meilleures conditions d'apprentissage. Tu as employé tout à l'heure, Gérard, un mot très important pour l'apprentissage, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est l'élément quasiment le préalable absolu de tout apprentissage. Si vous êtes dans un climat de tension psychique, un climat pour le coup un peu malveillant ou de jugement ou voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement, inutile de vous dire que là, vous bloquez le cerveau, vous allez activer le circuit de la menace, en fait, chez votre interlocuteur, et il va allouer toute son énergie cérébrale disponible à combattre la menace. Donc là, il n'y a plus du tout d'énergie disponible pour apprendre. Merci pour cet éclairage. J'ai appris un mot, je t'avoue que je ne le connaissais pas, c'était la science neuronale. Alors, Mhm. c'est vrai que c'est comme Monsieur Jourdain, on fait de la prose sans le savoir, parce que dans les modules de formation, on joue bien sûr sur la surprise, le sens, la bienveillance, comme j'en ai parlé, mais je ne connaissais pas ce terme de science neuronale, donc merci pour ça. Là, en fait, on donne un petit coup de fouet au cerveau. C'est-à-dire qu'on le surprend. Alors, la surprise est quand même un élément clé. D'ailleurs, nos orateurs, nos politiques, etc., en jouent souvent. Oui. C'est un élément, en fait, quand vous sentez, en particulier quand vous sentez votre auditoire est un petit peu fatigué ou commence un petit peu à, là, il faut jouer de la science. C'est voilà, un petit coup de boost immédiat qui permet, en fait, de rehausser le niveau attentionnel dans la seconde. Ça va intéresser nos ingénieurs pédagogiques. Là, Mhm. je partagerai ça avec eux et c'est effectivement un terme qu'on reprendra. Je voulais revenir avec toi sur le système de récompense, puisque dans l'apprentissage, on en joue aussi, avec notamment les activités pédagogiques, les mises en situation, les choses comme ça. Est-ce qu'il y a un bon équilibre à trouver? Parce que le contraire de ça, c'est ce qui se passe finalement sur les réseaux sociaux. Facebook, on en avait parlé, je me Mm. souviens, lors d'un entretien téléphonique qu'on avait eu ensemble, où c'est presque le contraire de Mhm. ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que là, on est dans l'excès, c'est-à-dire qu'on va jouer sur la récompense immédiate qui oblige finalement la personne qui consulte le réseau social à faire défiler des pages et des pages. Et je crois que à la fin d'une journée, ça peut se jouer en centaines de mètres ou voire même en kilomètres pour les plus importants. Comment on arrive à trouver cet équilibre via le système de récompense pour qu'il soit vraiment, vraiment optimal? Oui, alors ça, c'est une super question, Gérard. Merci vraiment de la poser parce que notre système de la récompense, c'est à la fois notre meilleur ami et notre pire ennemi. C'est ça. Alors, notre meilleur ami, pourquoi? Parce que quand, vous faites quelque chose que votre cerveau considère, d'utile, eh bien, il va vous récompenser. Donc on revient à l'évolution, hein, le système de la récompense s'est mis en place pour nous récompenser, de nous alimenter, de nous reproduire et cetera, ce qui permettait la survie de l'espèce. Bon, ensuite, au fur et à mesure de l'évolution, ce système de la récompense, eh bien, il s'est «étoffé» entre guillemets et il a récompensé un certain nombre de comportements qui étaient jugés utiles pour la survie de l'espèce. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous faites, par exemple, vous faites une activité, vous avez un module devant vous, vous faites un petit test et vous avez eu 18 sur 20. Paf! Circuit de la récompense, décharge de dopamine en particulier, vous êtes content. Donc ça, c'est très bien. Ça va vous permettre de faire de ce qu'on appelle du renforcement positif, hein. Ça va vous permettre de prendre du plaisir, de gagner de la confiance en vous et donc ça va favoriser la mémorisation. Donc c'est parfait. En revanche, ce système dopaminergique, il est parfois un petit peu plus complexe et surtout par rapport à nos systèmes attentionnels. Parce que, vous savez, on a 3 systèmes attentionnels. On a le système exécutif, ça c'est au niveau du cortex préfrontal, on décide, on analyse, etc. On dit voilà, je vais être attentif à tel enseignement parce que ça va être important pour mon futur poste. Donc là, c'est vraiment de l'attention exécutive réfléchie, si vous voulez. On a un deuxième système attentionnel qui est le système du plaisir, c'est-à-dire, paf, je mange un gâteau, ça me fait plaisir. Donc là, on est vraiment dans des choses assez primaires. Et puis, on a un troisième système attentionnel qui est là beaucoup plus inconscient. Vous savez, 80% de l'activité du cerveau, ou même 90% de l'activité du cerveau, elle est d'ordre inconsciente.
Donc on est en permanence, on est drivé par des moteurs inconscients dans notre façon d'être et dans nos comportements. Et donc, dans ces différents mécanismes attentionnels, eh bien évidemment, si notre attention est perturbée du matin au soir, et en particulier par les notifications, en particulier par, tu parlais très justement de Facebook, par exemple, on peut en dire un mot. Quand on fait des photos, par exemple, on a étudié ça au niveau des neurosciences, c'est fascinant. On va en vacances quelque part, on a une plage magnifique devant les yeux. On fait une photo, ou 10 photos, ou 100 photos. Eh bien là, on voit que dans le cerveau, il y a plein de petites activations qui sont tout à fait intéressantes, tout à fait positives, parce qu'on va aller chercher le meilleur plan, on va aller chercher le plus beau paysage, donc on va être très sollicité. Et quand on aura fait une magnifique photo, eh bien on se dira ah, c'est absolument extraordinaire. Les ennuis arrivent après, parce que quand on commence à poster cette photo sur notre Facebook, eh bien là, évidemment, qu'est-ce qu'on va regarder? Les likes. Oui. Et qu'est-ce qu'on va regarder? Les commentaires. Et puis, si les likes sont pas en nombre suffisant, ou si les commentaires sont pas forcément tous extrêmement bienveillants, eh bien là, on va avoir des phénomènes de tension comparative. En neuropsychologie, on a étudié ça, c'est extrêmement délétère pour le cerveau. Parce que là, on va se dire, mais pourquoi il a répondu ça? Pourquoi j'ai pas eu 300 likes, etc., etc. Et donc là, ça commence à turbiner, circuit de la menace, estime de soi entamée, et là, on passe totalement à autre chose. Donc effectivement, pour revenir à ta question initiale, eh bien oui, le circuit de la récompense dopaminergique est intéressant, peut être intéressant pour jouer l'effet de renforcement positif au travers de petits tests, de petits, etc. On joue la répétition, renforcement, et là on est gagnant. Mais attention à ne pas trop en abuser, parce que ce circuit dopaminergique, il est extrêmement addictif. Oui. Et quand on n'a plus notre dose de dopamine, eh bien on est malheureux, on est en manque. Il faut trouver, effectivement, comme tu le disais, il faut trouver un bon équilibre. La dopamine est intéressante, mais au niveau du cerveau, il y a aussi bien d'autres mécanismes neurobiologiques qui sont intéressants à jouer. Ouais, oui, il y a plein effectivement d'exemples intéressants. Il y a l'exemple de l'enfant gâté. Il y a eu des expériences horribles avec des singes et des systèmes de récompense où les singes devenaient fous Oui, s'ils n'avaient pas leur dose de jus de papaye en activant les réseaux de récompense de dopamine. Et en fait, oui, c'est en les frustrant, je crois. oui, oui, Ils absolument. arrivaient à se réguler, je crois, s'ils avaient leur papaye régulièrement, mais quand le système, le bouton poussoir donnait des choses complètement aléatoires, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient pas leur juste récompense, bah ça perturbait et ça donnait des choses complètement catastrophiques. Donc, à utiliser effectivement avec la plus grande prudence tous ces réseaux Oui, de récompense. c'est un point, ça qui est très important au-delà de l'apprentissage, c'est que, vous savez, on a deux systèmes. On a le système du plaisir hédonique, plaisir à court terme, dopamine, qui est encore une fois intéressant. Heureusement qu'on l'a. On va prendre un bon verre de vin avec un ami, on a un plaisir tout de suite immédiat, hédonique et formidable. Mais à côté de ça, on a la notion en neuropsychologie de plaisir eudémonique, de dimension eudémonique, qui, elle, va aller chercher le sens, va aller chercher des mécanismes et des fonctions qui sont beaucoup plus riches, entre guillemets. C'est pas simplement le plaisir à court terme, mais c'est la dimension du sens à long terme. Pourquoi je me lève le matin? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, etc. Toutes ces questions vraiment essentielles. Et tout l'enjeu, c'est d'avoir un bon équilibre entre le plaisir hédonique court terme et les enjeux démoniques à long terme liés au sens. Voilà. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et l'autre. D'accord. Je voulais revenir sur quelque chose qui est important également, qui est la notion d'erreur. Alors, 2 podcasts avant toi, on a enregistré en fait quelqu'un qui était très intéressant, qui nous a parlé du futur de la formation digitale, qui s'appelle Artem Ismailov, qui est le responsable learning et développement du groupe SEB, et qui lui nous a dit quelque chose qui fait mal en fait quand on habite en France, c'est que il a dit que ça l'avait perturbé, qu'on n'était pas du tout, nous en France, prêts à accepter la notion d'erreur et qu'on a systématiquement tendance à stigmatiser. Est-ce que toi, tu vois un intérêt à amener l'apprenant à faire des erreurs pour solliciter ces notions d'apprentissage? Ah oui, alors moi je partage à 200% ce qu'a dit ton invité. On a un problème culturel en France Oui, par rapport à l'erreur et au-delà par rapport à l'échec.
C'est ça. C'est enseigné dès les premières classes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper, il faut pas. Euh, que savons-nous au niveau des neurosciences par rapport à tout cela? Tous les processus apprenants, tous les processus aussi de résilience, de croissance post-traumatique, qui sont particulièrement importants aujourd'hui, doivent intégrer la notion d'erreur. C'est-à-dire que l'erreur, l'échec fait partie intégrante du processus apprenant ou résilient. Donc non seulement il ne faut pas la redouter, mais il faut la rechercher, l'erreur. Il est tout à fait normal de se planter, de ne pas réussir. Ça fait partie du processus apprenant. Donc ça veut dire que derrière tout ça, il faut changer notre rapport culturel à l'erreur. Il faut aussi, moi c'est ce que je passe mon temps à dire auprès des sociétés que je conseille, c'est-à-dire qu'il faut intégrer la notion d'erreur dans les cursus d'appréciation, etc. Tu sais, celui qui ne se trompe jamais, c'est celui qui ne fait rien. Oui. Donc, est-ce qu'on veut des gens qui ne font rien ou est-ce qu'on veut des gens qui vont essayer de trouver des solutions nouvelles aux problématiques actuelles? Donc, la notion d'erreur est très importante, mais encore une fois, je reviens sur cette notion-là parce qu'en France, on a du mal là-dessus. On pourra aller d'autant plus activer cette notion d'erreur, de retour, etc., que au préalable, on aura construit un climat bienveillant et positif. Et là, c'est aussi un deuxième aspect sur lequel on n'est pas bon, il faut pouvoir le dire, surtout par rapport à nos amis anglo-saxons, c'est qu'on a du mal à dire que c'est bien, on a du mal à dire bravo, on a du mal à dire mais c'est génial ce que tu as fait. D'ailleurs, on se moque toujours un peu gentiment des Américains qui en font des tonnes Oui, sur ces notions c'est vrai. de remerciement, mais ils ont raison, Ils ont ils ont raison, oui. raison Ouais, au ils ont raison. niveau cérébral. Et Oui. plus vous aurez construit un environnement bienveillant, positif, apprenant, plus vous pourrez aller loin dans la dimension justement de retour un petit peu parfois quand les choses ne sont pas tout à fait intégrées comme il faut, etc. Et un dernier point qui est très important, quand on fait un retour, y compris un retour négatif, on ne va pas faire que des retours positifs, mais quand on fait un retour négatif, il faut évidemment que ce retour soit orienté action et pas sur la personne. On ne va pas juger la personne. Et un autre point aussi, pardon, un dernier point aussi qui est très important, il faut dissocier. Dans les exercices d'appréciation en France, on a toujours tendance à faire la colonne de gauche et faire la colonne de droite. Alors, colonne de gauche, ça c'était très bien, ouais, nanana. Colonne de droite, alors ça devrait être mieux. Mais le problème, c'est que quand on fait ça dans un seul et unique entretien, eh bien, le cerveau ne va retenir que la colonne de droite, que ce qui ne va pas, c'est le biais de négativité propre au cerveau. Donc, si on veut être plus efficace, eh bien, il faut dissocier, c'est-à-dire quand c'est bien, point. Il n'y a pas de mais. C'est D'accord. formidable, c'est vrai pour les collaborateurs comme pour nos enfants au passage, hein. Comme ça, le message est univoque. On dit c'est formidable, tu as été génial. Voilà. Et la semaine d'après, on va aborder d'autres sujets, peut-être moins, voilà, moins positifs, mais comme on aura construit le socle de confiance, eh bien, le cerveau de l'interlocuteur sera réceptif et prendra nos conseils comme des conseils bienveillants et non plus comme des conseils sanctions. Je suis d'accord vraiment avec tout ça. Quand on construit avec nos ingénieurs pédagogiques des modules de e-learning, on utilise beaucoup d'études de cas, de mise en situation qui se rapprochent le plus possible du réel et on a des scénarios qui effectivement peuvent conduire soit à des choses extrêmement bien réussies, on le dit, soit effectivement à des échecs. Et on apprend également aussi de ces échecs. Est-ce que tu considères que pour la formation digital learning, ces études de cas et ces mises en situation sont une bonne façon de faire? Ah oui, oui, oui. Ah oui, bien sûr, parce que plus votre apprenant va être dans les conditions réelles de son exercice, de son travail, donc plus les mises en situation seront proches de sa réalité, plus évidemment vous allez rehausser son niveau attentionnel. Donc D'accord. c'est absolument essentiel. Tu sais, Gérard, en fait, le cerveau, pardon, c'est un peu cru ce que je vais dire, mais il n'est pas fait pour se taper de la théorie pendant 107 ans. C'est clair. Le cerveau, il n'apprend jamais aussi efficacement que quand il est dans ce qu'on appelle en bon français l'active learning. C'est-à-dire, j'apprends en faisant et je fais en apprenant. C'est comme ça qu'un cerveau apprend, hein. L'active learning, la bienveillance, le jeu dont on a parlé, la dimension ludique, ça, ce sont les moteurs de l'apprentissage. Donc, plus vous allez pouvoir développer des mises en situation
concrètes, donc faire du sur-mesure en fait avec vos clients, et Oui. plus vous garantissez un niveau d'apprentissage élevé. Bah, tu vois, j'ai un nouvel élément, l'active learning. Alors, je l'avais jamais entendu, celui-là non plus. Je te jure, et alors pour le coup, je pense que j'en connais un paquet, mais celui-là, on me l'avait jamais fait. Et en plus, il est très très explicite, vraiment. Donc, ça me fait sourire parce que, si tu veux, on invente dans le e-learning. Je pense que c'est propre à ça parce que c'est finalement relativement nouveau, même si le e-learning n'a plus rien à voir de celui qu'on fait aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec celui qu'on faisait il y a 15 ans. Mhm. Et il y a un terme comme ça tous les 6 mois. Donc, je t'en laisserai la paternité d'Active Learning. Il me plaît bien. il est formidable. La première partie de ce podcast avec Erwan Devez est terminée. Je vous retrouve dans la deuxième partie pour la suite de cet épisode sur les neurosciences. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur calimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.